Spider-Man est un mec cool, il l'a toujours été, il le sera toujours. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Ok, je rectifie, Spider-Man est cool, mais parfois un tout petit peu pathétique. Sauf que dans les Spider-Man précédents, il était pathétique surtout en Peter Parker. Peter Parthétiker. Ça marche pas. Mais une fois dans le costume, Spider-Man, il gère, il a du style, il fait des figures incroyables, se prend des coups mais se relève, et il nous inspire tellement qu'on se retrouve, nous, à l'imiter pathétiquement dans notre jardin, en ayant l'air de profonds abrutis. Mais lui, il a la classe. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Spider-Man New Generation, pour ceux qui aiment les titres mal traduits, est un Spider-Man très différent et de loin de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pas seulement sur l'aspect esthétique, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière à part, mais d'autres ont déjà assez traité le sujet, il est surtout différent sur l'aspect thématique. Là où tous les autres Spider-Man viennent s'accorder avec la philosophie de Stan Lee en venant reformuler la leçon de morale « With great power comes great accountability », Spider-Man Into the Spider-Verse nous plonge dans un univers où tout le monde a compris la leçon, et on peut passer à autre chose. With great power Don't you dare finish that sentence. Don't do it. I'm sick of it. Et si t'as pas vu le film, regarde-le. Parce que je vais le spoiler. Au lieu d'avoir un personnage qui doit changer moralement, la clé de l'évolution de Miles est entièrement psychologique. Moralement, c'est une bonne personne, mais sa faiblesse psychologique n'est pas anodine, elle blesse les gens autour de lui. En fait, il va même causer la mort de 2 de ses mentors, et sans le tournant que prend le personnage au climax, il aurait pu laisser mourir son 3e mentor aussi. I'm doing what needs to be done. Mais alors, c'est quoi le lien avec ça? C'est pas pour rien que pendant la moitié du film, on voit Miles se ridiculiser dans un costume de Spider-Man Wish. On doit même attendre le climax de l'histoire pour voir Miles se décider à enfin enfiler son costume iconique, celui qui définit son identité en tant que Spider-Man. Dans le livre Story de Robert McKee, l'auteur nous apprend que l'idée directrice d'une histoire est révélée dans le climax. L'idée directrice peut être exprimée en une phrase unique, décrivant comment et pourquoi la vie subit des changements, d'une condition de l'existence au début du film jusqu'à une autre à la fin. Pour le dire autrement, le thème de l'histoire décrit un changement fondamental de conditions, une transformation profonde de l'existence. Et il doit être composé de 2 éléments, la valeur et la raison. Au climax de l'histoire, Miles embrasse le héros qu'il souhaite devenir. Comment? En faisant son saut dans le vide, son pas dans la foi, son leap of faith. Tout le long de l'histoire, Miles n'a pas confiance en lui, il n'est pas à la hauteur de Spider-Man. Et au climax, il devient Spider-Man en choisissant d'avoir confiance en ses capacités. Donc le thème de l'histoire pourrait être résumé de la façon suivante. Devenir un héros requiert de croire en soi. Robert McKee dit aussi « On fait avancer l'histoire en évoluant de façon dynamique entre la charge émotionnelle positive et négative des valeurs en jeu. Si la valeur est devenir un héros et que la raison est croire en soi, quelle est la version négative de cette idée directrice? Si on jette un coup d'œil aux personnages secondaires de l'histoire, on se rend compte qu'autour de Miles, tous les personnages se battent contre différentes formes de regrets. Son 3e mentor, Peter Benjamin Parker, regrette d'avoir quitté l'amour de sa vie par peur de devenir père. Ça l'a rendu encore plus égoïste et cynique, tout à fait l'inverse de ce qui est censé représenter Spider-Man. Et il se conforte tellement dans ce regret qu'au lieu de prendre les devants, changer et tout faire pour retourner dans son univers et corriger la situation, il préfère se sacrifier et choisir la mort. You don't have to stay behind. I can do it. It's okay. I've made up my mind. Le méchant de l'histoire, Wilson Fisk, ou Kingpin, ou le Caïd en français, regrette sa femme et son fils. Au lieu d'en tirer une leçon sur le comportement haineux et violent qui a provoqué leur mort, il exerce tout son pouvoir pour tenter de les faire revenir à la vie, en invoquant le multivers. Un peu comme Rick avec la famille de Morty, il espère remplacer sa famille par leur double venu d'un autre univers. Oh, please. Aaron, l'oncle de Miles, son premier mentor, regrette dans son dernier souffle d'avoir choisi la mauvaise voie et d'être devenu un mercenaire sans morale. I'm sorry. I let you down, man. I let you down. Avant ça, il regrettait aussi l'époque où, avec Jeff, le père de Miles, ils allaient faire du graffiti ensemble. Jeff, lui, réalise à la mort de son frère Aaron qu'il regrette n'avoir pas été plus présent avec son frère. On voit à la photo de contact dans son téléphone qu'il regrette l'époque où il était proche de lui. Et ça le pousse à tenter d'accepter Miles tel qu'il est et à l'encourager plutôt que de le réprimander. And I don't want that to happen to us, okay? Jeff a aussi une dent contre Spider-Man qui ne respecte pas les méthodes de la police et l'empêche lui et ses collègues de faire leur travail correctement. À croire qu'il regrette l'époque où Spider-Man n'existait pas. Gwen regrette son meilleur ami Peter Parker qu'elle n'a pas pu sauver. Elle s'est donc enfermée dans un mode de vie où les amitiés lui semblent dangereuses et elle ne veut plus s'attacher émotionnellement à qui que ce soit. I'll keep you posted. Mais Miles aussi a ses propres regrets. Il regrette son ancienne école, où le niveau était moins stressant et où il se sentait à l'aise avec ses anciens amis. Il la regrette tellement qu'il fait tout pour se faire renvoyer, choisissant consciemment les mauvaises réponses au test alors qu'il aurait pu avoir la note maximale. Il regrette de s'être fait piquer par l'araignée parce que ça vient mettre du chaos dans sa vie et il préférerait être un vrai petit garçon. Devenir Spider-Man, c'est flippant. On peut comprendre qu'il cherche à rester dans sa zone de confort. I don't
think you have a choice, kiddo. Et il regrette de n'avoir pas pu aider Peter Parker, son deuxième mentor, et que Peter Parker n'ait pas pu l'aider. Sit there and just let Spider-Man die without doing anything about it. I'm not doing that again. Que se passerait-il si Miles décidait de ne pas changer, de ne pas apprendre à croire en lui pour devenir un héros? Sûrement d'autres regrets. Et il ne deviendrait jamais un héros, il resterait faible et égoïste, tourné vers lui au lieu d'être tourné vers les autres. Donc la charge négative de devenir un héros requiert de croire en soi pourrait être formulée ainsi: cultiver des regrets empêche d'évoluer. Ok d'accord, mais je vois toujours pas le rapport avec ça. Bah, ça serait pas marrant sans une fausse piste pour semer la confusion chez le héros. Un personnage complexe est composé d'un désir et un besoin. Le désir de Miles, au début du film, on l'a vu, c'est de retrouver son environnement confortable, son école d'avant, ses amis d'avant, sa vie d'avant. Mais dès qu'il se fait piquer par l'araignée, on ne peut pas dire qu'il poursuive ce désir. Son désir en surface évolue. Il veut d'abord trouver des réponses à ses nouvelles capacités, puis il veut tenir la promesse qu'il a faite à Spider-Man avant que ce dernier ne meure, puis il veut abandonner, puis il veut apprendre à se balancer de toile en toile avec Peter Benjamin Parker, puis il veut être à la hauteur, puis il veut faire payer à Kingpin le meurtre de son oncle. Le vrai désir de Miles, celui qui le guide dans ses choix et ses peurs, est un tout petit peu plus difficile à percevoir. Revenons à son tout premier désir. Pourquoi est-ce qu'il souhaite retrouver sa vie d'avant? Le seul moment où on le voit interagir avec ses anciens amis, il a l'air à l'aise. Si on écoute attentivement comment il parle, on pourrait même dire qu'il est un tout petit peu trop à l'aise. Il se donne un air cool. Et c'est là qu'on entre dans la caractérisation du personnage. Toujours dans Story de Robert McKee, l'auteur fait la différence entre la caractérisation et le caractère vrai d'un personnage. La caractérisation est la somme de toutes les qualités observables. Il s'agit d'une combinaison qui rend le personnage unique. Son apparence physique, associée à des manies, habitudes très particuliers, une certaine façon de parler et de se mouvoir, la sexualité, l'âge, le QI, son travail, son comportement, ses valeurs, où il vit, comment il vit. En revanche, un caractère vrai ne peut être exprimé qu'à travers un choix lors d'un dilemme. La façon dont quelqu'un choisit d'agir dans un moment de tension révèle qui il est vraiment. Et plus la pression est grande, plus le choix du personnage sera vrai et profond. Dès la première séquence du film, on nous rappelle à quel point Spider-Man est cool. Puis le premier acte nous montre Miles qui cherche désespérément à paraître cool. Il essaye de chanter comme son chanteur préféré, il se pavane au milieu de ses anciens camarades, il se cache dans la voiture de son père pour pas qu'on le reconnaisse dans une voiture de flic, il rechigne à dire je t'aime à son père devant tout le monde, il essaye de se faire des potes, il travaille son style, il sort des punchlines en jouant au petit génie. Maybe I'm not late. Maybe you guys are early. Il fait le mur pour aller voir son oncle et faire des trucs de mec, comme taper dans un punching ball, parler des meufs et faire des graves dans le métro. Et il y a une action en particulier qui va devenir un leitmotiv au long du film, le shoulder touch. You know about the shoulder touch. Son oncle lui apprend à être cool, sauf que ça sonne carrément pas comme lui. Il essaye quand même de l'appliquer pour impressionner Gwen, et ça tourne mal. Sauf à la fin, une fois qu'il est devenu Spider-Man, il se réapproprie le shoulder touch pour vaincre Kingpin avec ses capacités spéciales. Mais à partir du deuxième acte, quand il tente de s'entraîner à devenir Spider-Man, il se rate et passe pour un loser. Il abandonne direct. Quand Peter Benjamin Parker fait son entrée, Miles voit en lui le potentiel mentor qui lui apprendra à devenir Spider-Man. Et devenir Spider-Man, c'est devenir cool. Et quand il tisse sa première toile, il se confronte encore à un obstacle et a l'air d'un idiot. Donc il choisit de courir parce que ça, au moins, il sait faire. En fait, tant que Miles n'a pas trouvé sa véritable identité, il a beau tenter de paraître cool, rien ne fonctionne. Enfin, voilà pour ma théorie. Miles cherche à paraître cool. Et il va falloir qu'il tombe vraiment bas avant de se rendre compte que ce n'est pas le bon moyen pour devenir qui il est vraiment. Ce n'est qu'après avoir perdu son oncle et été laissé derrière par ses amis qu'il réalise qu'il a besoin de devenir capable de gérer ses situations pour ne pas laisser le regret l'envahir. Son besoin, ce n'est pas de devenir cool, c'est de gagner confiance en lui pour maîtriser son talent et devenir Spider-Man. Et par la même occasion, il devient cool dans le process. Et c'est pour ça que pendant la moitié du film, Miles passe son temps à être pathétique, c'est parce que c'est son pire cauchemar. Vu comme ça, le climax de Miles peut sembler simple à surpasser. Avoir confiance en soi, c'est pas si compliqué, si? Si. Enfin, ça dépend, mais pour Miles, c'est compliqué. Parce que pour développer sa confiance en lui, il doit accepter d'échouer encore et encore. Il doit volontairement se mettre dans des situations d'échec pour apprendre de ses erreurs et construire sa confiance en lui. Et ce n'est qu'au bout de ce long process qu'il va pouvoir rassembler l'assurance nécessaire afin de sauter dans le vide. Et enfin, faire son pas dans la foi. Mais avant de comprendre tout ça, son propre désir se met en travers de son chemin parce que quand tu cherches désespérément à paraître cool, la simple idée d'échouer, de passer pour un loser, c'est hors de question d'essayer. C'est d'ailleurs la définition du fixed mindset. Si t'en as pas déjà entendu parler, Carol Dweck est une professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford. Et elle s'intéresse depuis une quarantaine d'années à l'attitude des élèves vis-à-vis de l'échec. Le fixed mindset représente l'état d'esprit des personnes qui considèrent que l'intelligence et les compétences sont pratiquement fixes depuis la naissance. A l'inverse, le growth mindset représente l'état d'esprit de celles et ceux qui considèrent que l'intelligence évolue, que l'on n'arrête pas d'apprendre et que l'on peut s'améliorer. Pour illustrer cette différence d'état d'esprit, Carol Dweck a fait une expérience. Elle a donné un puzzle à résoudre à un groupe d'élèves,
puis elle a pris tous ceux qui avaient réussi et les a séparés en deux groupes. Au groupe 1, elle leur a affirmé qu'ils avaient réussi parce qu'ils étaient très intelligents. Et au groupe 2, elle leur a dit qu'ils avaient réussi parce qu'ils avaient travaillé dur. Puis elle a donné de nouveaux puzzles à faire à ses élèves. Des puzzles plus compliqués et des puzzles plus simples. Dans le groupe 1, le groupe des intelligents, la majorité des élèves ont passé la plupart de leur temps à résoudre les puzzles les plus simples, cherchant à confirmer leur intelligence. Si un puzzle demandait trop d'efforts, ils préféraient le laisser de côté, quitte à refaire les puzzles plus faciles. Dans le groupe 2, le groupe des travailleurs, la majorité des élèves ont passé la plupart de leur temps à essayer de résoudre les puzzles plus difficiles. Ne rencontrant pas de démotivation face à l'échec, ils savaient que leur dur travail leur permettrait d'accomplir n'importe quel challenge. Certains finissaient même par délaisser les puzzles trop faciles par manque d'intérêt. Un fixed mindset a peur de l'échec, parce qu'il insulte son intelligence, et un growth mindset embrasse le challenge parce qu'il est conscient de sa capacité à évoluer. Et Miles, c'est clairement un fixed mindset. Il a été mal habitué, tout a toujours été trop facile pour lui. S'il a réussi son concours, c'est parce qu'il a gagné à cette stupide loterie. Mais avec cet état d'esprit, à chaque fois qu'il rencontre un nouveau challenge, s'il n'arrive pas à utiliser une nouvelle méthode qui pourrait le faire évoluer, il choisit une méthode qu'il connaît mieux, quitte à ce que ça soit moins efficace. Et quand il n'arrive pas à accomplir quelque chose, il fuit. Les seuls moments où il sort de sa zone de confort, c'est pour suivre un exemple. Son oncle Aaron lui apprend à être cool, mais il n'est pas là quand Miles découvre ses pouvoirs. Spider-Man lui propose de lui montrer les ficelles du métier, mais il ne survit pas à sa promesse, donc Miles se démotive. Pendant toute la première moitié du film, Miles cherche désespérément un mentor qui l'aidera à atteindre son potentiel. Peter Benjamin fait surface, et Miles le voit comme son nouveau mentor. Sauf que non seulement Peter Benjamin est un mauvais mentor, Anything else? Nope, that was everything. mais en plus Miles se perd dans toutes les consignes qui lui sont données. Oh, shoot off your back foot! There's too many things! Then stop listening to me! Et c'est au milieu du film que Miles apprend sa toute première leçon vers le growth mindset. Apprendre par soi-même, prendre le risque d'échouer, parce que sans essai, il n'y a pas de réussite. Son meilleur mentor, c'est lui-même, son meilleur apprentissage, c'est l'exercice. S'il n'avait pas aussi peur d'échouer, d'avoir l'air moins cool, s'il comptait pas autant sur son mentor que sur lui-même, il apprendrait beaucoup plus vite. Mais cette première leçon ne suffit pas à changer son état d'esprit. Il se donne encore trop d'excuses. Quand on lui demande de montrer ses capacités spéciales, il affirme ne pas pouvoir les contrôler sur commande. Can't do it on command. Can't do it on command. Alors que la vérité, c'est qu'il ne sait pas encore les contrôler sur commande. Il le saurait s'il essayait un peu plus fort. Puis il se rend compte que son tout premier mentor, Aaron, celui qui lui apprenait à être cool, n'est pas l'exemple à suivre. Ses valeurs morales ne sont pas alignées avec celles de Miles. Après ça, Aaron rend l'âme en lui disant de continuer d'avancer sur la bonne voie, en lui disant que Miles est le meilleur d'entre eux. Just keep going. Ça fait 2 mentors qui meurent sous ses yeux. Puis son troisième mentor, Peter Benjamin, le met devant les faits. Il n'est pas prêt pour le combat final. Miles lui demande quand est-ce qu'il sera prêt, ce à quoi Peter répond: You won't. It's a leap of faith. Abandonné par tous, son père vient lui faire un discours d'encouragement. I see this spark in you. It's amazing. Whatever you choose to do with it, you'll be great. Miles est obligé de faire face à la réalité. C'est à lui de sauver ses amis et il se doit de puiser dans son fort intérieur pour se libérer de ses liens. Cette étincelle métaphorique que décrit son père se matérialise alors sous la forme de ses capacités spéciales. Ces mêmes capacités qu'il ne savait pas maîtriser jusqu'à maintenant, mais qu'aucun mentor ne pouvait lui enseigner. Son caractère vrai, que seul lui pouvait débloquer. Et pour confirmer son changement, pour affirmer qui il deviendra, il se met lui-même dans une situation d'inconfort. Il fait son pas dans la foi, son saut dans le vide. Il passe en mode growth mindset. Et au passage, il retrouve son style. Et il a bien appris sa leçon, il la transmet à tous les gens autour de lui. Ne pas cultiver des regrets, développer sa confiance en soi pour agir en héros. Son ami Gwen a son tour de réaliser qu'avoir quelques amis ne peut que lui faire du bien. Son mentor, Peter Benjamin, a son tour de retourner affronter sa réalité, d'avoir foi en son avenir avec Mary Jane. It's a leap of faith. Not bad, kid. Son ennemi Kingpin a son tour de réaliser qu'il ne fait que réitérer le même comportement qui lui a fait perdre sa famille. Et son père, Jeff, a son tour d'avoir confiance en Spider-Man pour aider la police. I mean, I owe you. Okay. On retrouve d'ailleurs toutes les étapes du cercle de l'histoire de Dan Harmon. You, un personnage dans une situation de confort, Miles dans son quotidien, Need, mais il désire quelque chose, retourner dans son confort, être cool, ressembler à son oncle, Go, il rencontre une situation peu familière, développe des pouvoirs, prend peur, Search, il s'adapte, essaye d'apprendre, rencontre un mentor, Find, trouve ce qu'il cherchait, il comprend que seul lui pourra débloquer ses compétences, Take, en paye le prix, perd son premier mentor, Aaron, et se fait lâcher par son équipe, Return, retourne d'où il vient, retrouve son assurance, sa confiance en lui, Change, en ayant changé. Il est dorénavant Spider-Man et il aide les gens autour de lui plutôt que de s'auto-saboter. Les phases d'ordre et de chaos sont perçues par Miles comme l'assurance contre la peur. Dans une ère où les jeunes sont mis face à une multitude de héros à l'image brillante, le syndrome de l'imposteur est une épidémie.
Comment croire en soi lorsqu'on voit l'image idéale de tout ce que les autres parviennent à devenir? Spider-Man a toujours été un exemple de passage à l'âge adulte, à prendre le coût de ses choix, le poids des responsabilités. Avec Miles, on apprend à avoir confiance en soi, à avoir foi en ce qu'on est capable d'accomplir avant même de se l'être prouvé. Parce que si tu choisis la peur, tu finiras par cultiver des regrets. Tout le monde peut porter le masque, chacun a un talent. Tu as un talent. Si tu ne le savais pas avant, j'espère que tu le sais maintenant. Et ta responsabilité, c'est de te lancer, même si tu ne te sens pas prêt. Fais ton pas dans la foi et rejoins l'univers des héros que tu admires qui ne sont pas si différents de toi. I'm Spider-Man. I'm not the only one. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer ce film que j'ai vu une dizaine de fois et qui m'a permis plusieurs fois de reprendre confiance en moi. Ça a été un énorme boulot, je pensais pas que c'était aussi chronophage de faire des essais vidéo sur le cinéma. Dites-moi si vous pensez que j'ai suranalysé certains éléments ou si vous voulez voir d'autres analyses de thématiques de films. Et moi je vous dis à la prochaine.